Asdiqa, salam alaikum. Bonjour les amis, bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours votre soutien et vos encouragements en la partageant surtout autour de vous et auprès de toutes vos connaissances, à savoir vos amis, vos familles, etc. Un tout grand merci pour votre aide. Merci aussi de nous recevoir chez vous en nous acceptant parmi vous. Et merci également pour votre confiance. Dans cette 14e vidéo, nous poursuivons tout doucement, tranquillement, ce qui fait débat de Bled Magharibia, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous tout simplement. Aujourd'hui, nous poursuivons notre feuilleton de la problématique du Sahara nord-africain. Le QFD de Bled Magharibia, donc votre Bled Magharibia, continue son écho relatif à ce Sahara que je me suis permis d'intituler après le Sahara occidental autour du Sahara oriental. Il vous en est présenté ici le 3e épisode. Au vu de ce qui a été conté, raconté dans les précédents épisodes, constatons que pour l'essentiel et pour un pays exportateur de gaz et de pétrole, l'Algérie se précarise de plus en plus. Ce qui est non seulement très étonnant, mais aussi très paradoxal et bien évidemment, c'est la faute à personne. Ici, on voit bien et de loin la faiblesse à la fois diplomatique, mais surtout politique de ce pays à l'encontre de ses vis-à-vis tant externes qu'internes. Par conséquent, que des difficultés qui s'accentuent tous les jours intérieurement, alors que ce régime s'obstine à orienter son regard vers tout ce qui est extérieur pour lui en rejeter la faute. C'est bien connu. Tout ce qui arrive de mal à cette Algérie est causé par ses ennemis extérieurs dont le premier d'entre eux, qui est ce voisin occidental. Décidément, une phobie de toujours. À l'exemple tout récent de ces pauvres agriculteurs de longue date, ces flahs, donc des civils habitant depuis plusieurs générations dans cette région d'El Arja, près de la ville de Figuig. Ces flahs, exploitant quelques dérisoires palmeraies, ont été expulsés manu militari par ce régime, alors que ces civils n'ont rien demandé à quiconque. Et c'est à partir de ce piètre événement que ces fameux généraux ont sauté pieds joints dans ce piège du Sahara oriental. Donc, à travers ce dossier qui vient à nous, malgré nous, de s'ouvrir devant nous pour nous révéler à cette occasion que l'on ne cessera certainement pas d'en évoquer périodiquement les péripéties historiques. Parce que, finalement, dissédiment toujours, ces généraux algériens, par tous les moyens possibles et coûte que coûte, n'ont que cette obsession provocatrice en vue d'instaurer une crise dans ce voisinage. Dans ce cas, il faut et il faudra probablement énormément de sagesse pour ne guère offrir la moindre circonstance à ces généraux toujours partant en guerre. Alors que leur Algérie
est confronté à ses propres problèmes, ses propres conflits internes et surtout, entre ses chefs qui luttent tout le temps, qui luttent pour obtenir le pouvoir. Et tout général, nouvellement parvenu au sommet de cet État, ne peut se retenir pour se soumettre à épouser l'idéologie de ce système qui est imposé pour le pays. À chacune de leurs multiples tentatives de diversion vicieuse, ces généraux ne cessent de se piéger eux-mêmes, faisant semblant d'ignorer que les limites frontalières de ce Sahara oriental demeurent toujours, malgré cela, non résolues. Et là aussi, nous pointerons du doigt ce point qui fera l'objet de nos discussions sur ces futures opérations juridiques dont se chargeront certainement les institutions internationales. Puisque un ensemble d'associations qui se sont constituées et dont les membres possèdent toujours des titres de propriété foncière, rappelant cette ère datant d'une certaine Algérie française. N'est-ce pas à cette époque que les autorités en question avaient arbitrairement dessiné les coloniales limites territoriales, toujours non reconnues par les voisins de cette région? C'est pourquoi, au niveau du droit international, une procédure est en route et est déposée auprès des administrations qui pourraient se pencher sur ce cas et sur ce dossier. Revenons-en, si vous le voulez bien, à ce qui s'est passé à El Hadja récemment et à cet accord d'Ifrane de 1969. Et dans cet accord, nous pouvons y lire clairement qu'en ce qui concerne la cohabitation de toutes les parties et plus spécialement des habitants des deux rives frontalières. Toujours au niveau du droit, cet accord précise dans une de ses principales clauses que ces habitants se doivent d'y vivre en bonne convenance et surtout en bon voisinage. C'est le moins qu'on puisse dire. Toutefois, le régime des généraux algériens et leurs autorités font fi de cette notion qui ne les intéresse du tout. De plus, dans ce protocole d'accord, y sont inscrits des recommandations relatives au respect de la légalité des activités professionnelles de ces habitants frontaliers. Dans ce domaine, les autorités se doivent même d'apporter toutes les facilités en matière de ces activités, et ce compris les possessions foncières et ou de propriété. Toutes ces spécifications fournissent des justifications à tous ces gens qui possèdent ou qui possédaient de tels documents émis par les anciennes autorités de cette colonisation française, qui date d'une certaine histoire pas plus loin qu'un certain 1962. Mais ces généraux continuent, malgré tout, de violer cet accord d'Ifrane que leurs prédécesseurs ont bel et bien paraphé. Ainsi, ils bafouent le droit et surtout la signature de leur propre pays jusqu'à omettre une éventuelle compensation en cas d'expropriation. Dans ce cas d'école, nous retrouvons ou trouvons pas devant une confiscation pure et simple des propriétés de ces fellahs et de ces agriculteurs. En toute légitimité, ce qui autorise un dépôt de recours auprès de la Cour internationale et auprès d'autres tribunaux spécialisés en la matière, puisque via ces associations qui viennent de se constituer et qui représentent ces victimes,
Ces victimes ne font d'ailleurs que revendiquer leurs droits des plus élémentaires au niveau propriétaire et surtout au niveau professionnel. Précisément, nous voyons clairement dans ce dossier que ces généraux se sont piégés eux-mêmes en revenant au grand galop dans cette affaire du Sahara oriental. Nous voyons également ici et là des groupements pro-régime militaire exploitant paradoxalement ce dossier d'Al-Arja. En le liant ou en le reliant d'une façon ou d'une autre à tout ce qui se trafique au niveau des écoulements de stupéfiants et autres hashish sur cette frontière, tout en délaissant les autres horizons du pays. Dès lors, quel rapport existerait-il entre de simples fellahs de Palmeraie à Al-Arja et l'exploitation du kif dans cette région, faisant tant jaser ces pseudo-experts en la matière? En tout cas, ils se disent comme tels. Ces soi-disant experts intervenant tous azimuts et à tout vent dans ces groupements gravitant autour de fabrication d'amalgames très différents les uns comme les autres à des fins de dénigrement et de tromperie de la population surtout. Revenons tout de même à ce point relatif à la problématique de la frontière et des trafics qui s'y génèrent et auxquels sont directement associés ces généraux de la Cosa Nostra. Cependant, qu'en est-il de la signature de cet accord de 1972 et dont l'application n'a finalement eu lieu qu'en 1992? L'explication est d'autant plus claire lorsque nous évoquons les précédentes autorités datant aussi des précédentes présidences qui ne se souciaient de la moindre transparence à ce sujet. Il a fallu attendre quelques 20 années entre 1972 donc et 1992, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée d'un certain charismatique Mohamed Boudiaf, Allah irhamou, représentant une toute autre personnalité, mais surtout une toute autre vision de gestion de son pays, le rapprochant avec tous ses voisins. Une gestion construite sur de nouvelles bases, sur de nouvelles fondations, aux relations qui se voulaient cordiales et plus spécialement avec son voisin, le Maroc, où il avait trouvé refuge lors de son exil pendant plusieurs années. C'est là que les généraux de service ont senti le danger les atteindre, et plus particulièrement le cerveau de l'ancien service secret algérien appelé DRS, département du renseignement et de sécurité. Ce général, avec l'aide de son colistier de toujours, se sont rendus responsables de l'assassinat de ce président Mohamed Boudiaf au cours d'une conférence des cadres qu'il tenait dans la ville de Annaba au nord-est algérien. Plusieurs témoignages quasi connus de tous certifient que Boudiaf souhaitait établir ou rétablir toutes les relations auxquelles s'opposaient ces deux généraux, dont le chef du DRS. Boudiaf envisageait même de solutionner tous les conflits et autres litiges auxquels était confronté son pays, avec les voisinages, y compris la problématique du Sahara occidental et ainsi que du Sahara oriental. Ce dossier du Sahara nous amène directement à cette énième défaite algérienne lors de l'évacuation, ou plus exactement la libération du passage frontalier d'El Guergueret. Depuis, les situations ont fortement changé et les généraux savent très bien que ce type de circonstances
change rapidement dans cette partie du continent. Dès lors, devant ce fait accompli, ces généraux n'ont finalement que les citoyens civils en face d'eux pour les affecter, les assiéger et assiéger qui ce sont que d'inoffensifs fellahs de cette région frontalière. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre discussion et au plaisir de nous retrouver pour un prochain épisode. Pour ma part, je vous remercie pour votre attention, pour votre confiance et pour votre fidélité. Aussi, je vous prie de ne pas oublier d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant, en cliquant sur la petite main au pouce levé et d'actionner la clochette pour recevoir la suite des séquences vidéo. Je vous dis au revoir les amis, l'asdiqa, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, à la prochaine fois et à bientôt, ila al-liqa fi hissa ukhra, inshallah, à bientôt et ma'a salama.